Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 l'Hebdo, une émission pour revenir sur l'actualité départementale de la semaine. Voici les titres de ce vendredi 24 février. Après 5 ans de travaux, le lycée hôtelier de Guyancourt, nouvelle version, a été enfin inauguré. Coût de l'opération 60 millions d'euros pour un établissement de 24 000 mètres carrés totalement rénové. Gérard de Giovanni, membre de la Société française d'énergie nucléaire, est notre invité pour cette émission. Avec lui, nous évoquerons l'enjeu et l'avenir du nucléaire et la place de celui-ci dans les Yvelines. Enfin, dans le reste de l'actualité de la politique, avec le MoDem qui se rallie à la candidature d'Emmanuel Macron. Vous entendrez le président départemental du mouvement centriste ou encore l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines qui vient de céder son réseau câblé à l'opérateur SFR. Introduire et examiner les grandes lignes du futur budget, c'est l'objectif chaque année du rapport d'orientation budgétaire. Celui-ci a été examiné jeudi soir par les élus de l'agglomération. Il prévoit notamment un budget de fonctionnement d'environ de 230 millions d'euros, une réduction de la dette de 17 millions d'euros ou encore un budget d'investissement pour les travaux d'un peu plus de 30 millions d'euros. Le tout dans un contexte tendu face à la baisse des dotations de l'État et à la très probable remise en cause dans un futur proche de l'avantage fiscal dont profite l'agglomération depuis des années. Écoutez sur le sujet Stéphane Mirambeau, 6e vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines, notamment en charge du budget. On garde la qualité de service aux entreprises et aux usagers. On garde aussi, ce qui est important, c'est notre engagement du pacte financier et le soutien aux communes au travers des fonds de concours. Et puis on garde en tête aussi que l'année 2017, on va la passer peut-être dans des conditions qui vont être bonnes, mais l'année 2018 risque d'être relativement dure, avec notamment l'ex-amendement qui risque d'être annulé après, et donc avec beaucoup de millions d'euros, environ 12 ou 13 millions d'euros qu'il faudra trouver sur notre budget dès l'année prochaine. Et le budget 2017 de Saint-Quentin-en-Yvelines sera soumis au vote des élus communautaires le 30 mars prochain. Je vous le disais en titre, le lycée hôtelier de Guyancourt a été officiellement inauguré ce jeudi en présence des élus franciliens et du recteur de l'Académie de Versailles, Daniel Filâtre. Au total, plus de 60 millions d'euros ont été débloqués par la région pour moderniser l'établissement de 24 000 mètres carrés. Les précisions de Mickaël Edmidero, Alice Deschamps et Mathilde Demilly. Les 800 élèves inscrits au lycée hôtelier peuvent désormais bénéficier d'équipements dernière génération dans cet établissement construit en 1981. Après 5 ans de travaux en site occupé, le nouveau visage de la structure a été dévoilé. Les différences, tout d'abord, c'est effectivement la modernité, la luminosité, l'acoustique, le matériel, les équipements modernes. Monsieur le recteur disait tout à l'heure du lycée du 21e siècle, c'est tout à fait cela. Et donc au service de la réussite de nos jeunes et moins jeunes. Quand on regarde les chambres de l'hôtel d'application, les salles de restaurant, lorsque l'on voit les cuisines parfaitement équipées par le conseil régional, tout ceci c'est un beau partenariat pour faire réussir nos jeunes. Oui, je crois qu'ils sont prêts à aller travailler après. La région Île-de-France, qui a investi plus de 60 millions d'euros pour cette rénovation, était présente sur place pour l'inauguration. La région a consacré un effort financier significatif pour avoir ici un lycée d'excellence où les élèves peuvent être dans les meilleures conditions sur ces métiers de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, parce qu'on sait que ce sont des métiers d'avenir. Je rappelle que le tourisme est la première industrie française, et en particulier ici à Paris et en Île-de-France. Et donc nous avons ici un vrai bel établissement aujourd'hui avec des conditions d'études qui sont tout à fait exceptionnelles. Pour voir ce lycée flambant neuf, une journée portes ouvertes est organisée ce samedi 25 février entre 9h30 et 16h30. L'occasion également de découvrir la quarantaine de filières proposées par l'établissement. Dans le reste de l'actualité locale, ce vendredi matin, une réunion de préparation du forum des jobs d'été de l'apprentissage était organisée à la mairie de Trappes. Plusieurs grandes entreprises ont pris part à cette matinée, telles que Renault Eiffage ou encore Airbus, pour cette 12e édition qui se déroulera en mai prochain. La mairie a décidé d'axer son forum sur l'apprentissage. Écoutez Larbi Touahir, conseiller municipal délégué au développement économique à Trappes. C'est vraiment une filière royale pour découvrir le monde de l'entreprise. Et on a beaucoup de jeunes qui vont choisir des cursus par l'apprentissage, mais qui malheureusement vont ne pas trouver une entreprise qui pourra les prendre pour leur cursus. Et donc on se retrouve sollicité un peu à la dernière minute
Et donc l'idée de ce forum job d'été et d'apprentissage, c'est de garder le succès du job d'été et d'ajouter une nouvelle brique sur l'apprentissage. De retour en plateau, nous accueillons à présent notre invité pour cette émission, Gérard de Giovanni. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de l'association la Société française d'énergie nucléaire, pas forcément la plus connue des associations. Est-ce que déjà, dans un premier temps, vous pouvez nous dire un mot de cette association? Qu'est-ce que vous faites? C'est une association qui comporte à peu près 3000 membres, avec 3 objectifs. Le premier, c'est l'échange de connaissances et de réflexions sur le nucléaire entre les membres. Le deuxième objectif, c'est l'information du public, et on vient notamment de sortir un livre blanc sur le nucléaire à un moment, je pense, dont on parlera d'ailleurs, à un moment utile. Bon. Et enfin, les échanges internationaux au niveau, puisque le nucléaire, c'est pas uniquement en France, c'est au niveau de l'international. Alors, pour planter le décor, au sein de votre association, c'est surtout des pro-nucléaires, on va dire, des gens qui sont du domaine et qui... Disons que c'est des gens qui sont pas pro-nucléaire, qui se préoccupent de la question de l'énergie et de la satisfaction des besoins des Français, des consommateurs, avec les meilleures solutions pour l'énergie. Et on considère, enfin beaucoup considèrent que le nucléaire fait partie de la solution pour le climat qui, je vous le rappelle, la COP21, moins de 2 degrés d'augmentation en 2100, il y a beaucoup d'efforts à faire. Et en particulier, faire le moins de CO2 possible. On va parler de la COP21 et du réchauffement climatique dans quelques minutes, mais déjà sur votre actualité, mercredi 21 février, 22 février, vous organisiez une conférence à Versailles, une conférence durant laquelle vous avez notamment parlé de la place du nucléaire dans le paysage économique yvelinois, parce que chose qu'on ne sait pas forcément, mais il y a des gens qui travaillent pour les filières nucléaires dans les Yvelines, à peu près 300 personnes. Il y a plutôt 3000 personnes. 3000 personnes. Plus de 3000 personnes. Oui, alors, qui se répartissent dans le nucléaire civil d'abord, mais ensuite dans la médecine nucléaire. Mais dans le nucléaire civil, il y a 5 grands centres. Un premier sur Saint-Quentin-en-Yvelines avec Areva et Montigny et ses filiales. À Chatou, vous avez le EDF et son laboratoire d'études et recherche. Au Vésinet, l'Institut de radioactivité, l'IRSN et de sûreté nucléaire. Au Vélizy, les APAV et d'autres, et à Buchelet, Sulzer, qui travaille beaucoup pour le nucléaire. Donc, ça fait à peu près 2200 personnes avec les effectifs induits. Je dirais. Donc le nucléaire très présent sur les Yvelines, et puis vous avez évoqué quelque chose qu'on ne connaît pas forcément non plus, c'est la médecine nucléaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce que quand on pense nucléaire, on pense à des centrales, à la production d'électricité. La médecine nucléaire, alors déjà, tout le monde a eu droit à une radio. C'est des rayons X. On est soumis à un rayonnement. Quand on fait une radio, il y a du nucléaire en gros? C'est des rayonnements X, des rayonnements pour pouvoir... Et d'ailleurs, pourquoi l'opérateur se met derrière un écran? C'est justement pour se protéger. Alors, la médecine nucléaire, c'est plus généralement l'injection de substances radioactives dans le corps pour pouvoir faire des diagnostics sur les organes par scintigraphie, par imagerie fonctionnelle. Et puis, on sait très bien que pour le cancer, on peut soigner par radiothérapie. Donc, la médecine nucléaire, c'est une médecine qui se développe? C'est une médecine d'avenir, vous diriez? Le nucléaire soigne, il faut le savoir. Il est utile pour produire la toxicité, mais il soigne aussi. Et nous avons dans les Yvelines 4 centres hospitaliers qui sont équipés justement pour cela, plus 2 entreprises qui sont intéressantes, notamment General Electric Medical à Buc, avec plusieurs centaines de personnes, et une petite société qui est à Guyancourt, et qui est juste à côté d'ici, justement à Guyancourt dans la radioprotection, et qui est associée à une société qui s'appelle Lemmerpax, par un lien qui me tient beaucoup à cœur, puisqu'il y a une corde de montagne, je suis montagnard, donc c'est un groupe, à la radioprotection, Lemmerpax Medisystem. Du coup, durant cette conférence, vous avez parlé de la place du nucléaire dans les Yvelines. Est-ce que aussi le but d'une telle conférence, aussi quand on parle de la médecine nucléaire, c'est un peu de casser les idées reçues ou un peu les arguments qui vont contre le nucléaire pour montrer que le nucléaire... Il s'agit d'informer. C'est aussi le but de ce genre de conférence. Alors, par exemple, il y a quelque chose qui beaucoup peut-être ignorent, c'est que vous pouvez à chaque instant, sur votre smartphone, connaître la production d'électricité et la consommation d'électricité en France. Et quel est le message derrière ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je vais un petit peu plus loin. Et en même temps, vous avez la répartition entre les sources d'énergie nucléaire,
hydraulique, éolien, solaire, biomasse. Donc vous pouvez suivre l'évolution de ces ressources, de ces productions, et constater qu'il y a quand même aujourd'hui encore, si on peut le dire comme ça, plus de 70-75% de nucléaire et en gros 20% d'énergie renouvelable, dont 14% d'hydraulique, 14 à 15% d'hydraulique, et un petit peu de thermique qui a bien été d'ailleurs utile pour cet hiver. Donc voilà. Donc, et le site s'appelle Eco de Mix. Fait par RTE, vous le trouvez sur l'Apple Store. Puisque vous parlez de la production de la part du nucléaire dans la production d'électricité, c'est aussi un peu le cheval de bataille de votre association, c'est de défendre la filière nucléaire. En gros, si je vulgarise le message de votre association, c'est dire que c'est une formidable industrie, c'est une chance pour la France, et vous vous prononcez notamment contre la fermeture des centrales nucléaires les plus anciennes, on pense à Fessenheim, ou aussi tout simplement sur le souhait de voir la part du nucléaire baisser dans le mix énergétique français. Oui, vous êtes contre tout ça, vous dites... Non, c'est pas qu'on est contre. On considère que le nucléaire est une énergie d'avenir. Une énergie d'avenir, justement, aujourd'hui, on entend plutôt des discours inverses. Les centrales sont vieilles. Est-ce que ça veut dire que toutes les inquiétudes sur la sûreté des centrales, quand on voit Fukushima, quand on voit les problèmes parfois sur certaines centrales françaises, est-ce que ça veut dire que tout ça c'est faussé, ou alors il y a quand même quelques problèmes? Qu'il y a eu ces événements-là, on ne va pas les contester. Simplement, Fukushima, le point de départ, c'est quand même un tsunami, et c'est pas la centrale, elle a été touchée par ça. Bon. Simplement pour dire, si par exemple les centrales sont vieilles, mais quel est le critère? Les centrales françaises, pour une bonne partie, les plus anciennes, pas les plus vieilles, les plus anciennes, sont construites sous licence américaine. C'est-à-dire c'est le même modèle que ce qu'il y a aux États-Unis. Simplement, aux États-Unis, ils ont prolongé à 60 ans. Donc vous dites qu'on pourrait aller encore plus loin, en fait. On pourrait prendre le chemin inverse que celui souhaité aujourd'hui. Nous défendons l'idée de faire les travaux que l'autorité de sûreté nucléaire nous demandera pour pouvoir utiliser ce moyen de production qui est rentable, parce que le coût est quand même très important en termes de production. Oui, c'est aussi l'une des critiques très fortes. C'est une économie qu'on fait faire à l'industrie française et aux consommateurs français, mais donc prolonger avec les travaux qu'il faudra pendant peut-être jusqu'à 50 ans d'abord, et ensuite peut-être jusqu'à 60 ans. Simplement, il faut relativiser, et je trouve quand même, Est-ce qu'on peut relativiser avec le nucléaire? Parce que imaginons une catastrophe demain, c'est une catastrophe qu'on sait maîtriser. On peut tout imaginer. Moi, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas le risque zéro avec le nucléaire, non. En tout cas, vous dites que c'est l'une des plus sûres, en tout cas. Oui, et bien surtout, les catastrophes, comme vous voyez ce qui est en train de se passer avec le réchauffement climatique, vous voyez les conséquences que ça a. Les dérèglements climatiques et les conséquences que ça a au niveau de la planète, vous dites, il y a quand même à faire des choses. Et dans la vie, il y a des moments où il faut quand même faire des choix. Et c'est là aussi l'un de vos messages. Vous dites, vous, que le nucléaire peut permettre à la France de réduire sa production, on va dire, de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que c'est déjà le cas aujourd'hui. On est sans doute un des pays les moins émetteurs de gaz à effet de serre au monde, grâce à l'hydraulique et au nucléaire. On est aussi le premier pays européen de production d'énergie renouvelable. Vous répondez quoi à ceux qui disent qu'on pourrait se passer du nucléaire et miser que sur 100% d'énergie renouvelable? C'est notamment un rapport qui est sorti en janvier de Negawatt, une autre association, qui dit on peut se passer du nucléaire et faire 100% d'énergie renouvelable à l'horizon 2050. C'est une bonne question, d'ailleurs, ça m'a interpellé puisque j'ai regardé en détail ce rapport. Il y a une première hypothèse dans ce rapport. Il y a beaucoup de choses de bonnes, notamment sur les économies d'énergie, la maîtrise de l'énergie, la sobriété énergétique. Mais là, justement, la première hypothèse, c'est entre aujourd'hui et 2050, la consommation d'énergie en France diminuera de moitié. C'est-à-dire qu'on arrivera à diminuer de moitié la consommation. Donc ça veut dire des changements de comportement énormes. Alors, comment on fait pour ça? Ça, c'est à définir. Vous dites que vous, en gros, les énergies renouvelables sont complémentaires de la production. Nous disons que c'est un mix. C'est un mix énergétique. C'est-à-dire qu'on a un socle d'énergie nucléaire et on a un complément qui augmente et qui augmentera. Alors ça, si on a l'occasion d'en parler, notamment dans les territoires
avec l'autoconsommation collective, le solaire, ainsi de suite. Mais donc ça, c'est très bien. Et d'ailleurs, enfin, si j'en parle tout de suite, non? Non, on va avoir le temps d'en parler justement. Restez avec nous, Gérard de Giovanni. On passe maintenant à l'actualité de la semaine. Et une semaine marquée une nouvelle fois par de la politique, avec forcément le ralliement de François Bayrou à Emmanuel Macron. Les deux hommes se sont d'ailleurs rencontrés ce jeudi. Écoutez à ce propos Bruno Millienne, le président du Modem 78. Nous l'avions interrogé cette semaine par téléphone dans le 7-8 journal. Ça fait très longtemps que François porte ce message d'un rassemblement en France de toutes les forces pour sortir le pays de la France et d'avoir un axe central qui puisse gouverner en utilisant les intelligences de tout le monde et pas seulement d'un camp contre l'autre. Et je pense que François a pris une décision excessivement responsable, pleine d'abnégation et qui peut redonner énormément d'espoir aux Français. La politique, cette semaine, c'était aussi la section départementale du Front National qui a organisé une conférence de presse pour faire le point sur la campagne présidentielle. Les soutiens yvelinois de Marine Le Pen ont notamment indiqué qu'ils souhaitaient dépasser la barre des 20% de voix sur le département le soir du premier tour. Ils ont également rappelé leur soutien à leur candidate empêtrée dans une affaire d'emploi fictif au Parlement européen. Eux pensent déjà à l'après-présidentielle. Luc Miseré, conseiller municipal de Trappes, a annoncé il y a quelques jours sa candidature front de gauche sur la 11e circonscription des Yvelines. Il souhaite notamment axer sa campagne sur les transports. Enfin, on termine ce tour de la politique locale avec Ambrose Adjuvar qui a lui aussi annoncé sa candidature sur la 2e circonscription des Yvelines en qualité de candidat socialiste, une circonscription qui comprend notamment les villes de Voisins-le-Bretonneux et Magny-les-Hameaux. Gérard de Giovanni, je ne vais pas vous poser des questions précises sur ces candidats locaux, mais sur la campagne présidentielle, est-ce que vous estimez aujourd'hui que la problématique du nucléaire, qui est souvent fait parler beaucoup de gens, est assez débattue aujourd'hui par les candidats à la présidentielle? Est-ce qu'on en parle assez selon vous? Alors, on en parle, mais j'aurais tendance à dire on en parle mal. C'est vous qui l'avez dit. Hein. J'ai senti venir. Prenons par exemple un exemple. Quand on dit 50% de nucléaire dans telle année, pourquoi fixer 50% de nucléaire dans telle année? Alors quand on dit 50%, on reprécise que c'est la production dans la part d'électricité. Aujourd'hui c'est 75% de nucléaire, on voudrait passer à 50%. Pourquoi 0%? Alors que l'objectif, le nucléaire, il est là. L'objectif, il est la croissance des énergies renouvelables. Ça devrait se fixer, les hommes politiques devraient se fixer un objectif, mais et fortement, parce que cette croissance d'énergie renouvelable, ensuite on va suivre l'évolution. Et en fonction de cette évolution, on va voir comment on peut moduler la part du nucléaire dans le mix énergétique. D'ailleurs, c'est ce qui ressort de la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE. Vous avez peut-être remarqué, enfin certains ont dû le remarquer, que l'engagement, et c'est surtout d'observer ce qui se passe, et en fonction de ce qui se passe, d'aviser. Voilà. Un mot sur les candidats à l'élection présidentielle. Alors, je sais que vous n'allez pas me donner votre favori, mais est-ce qu'il y a un candidat qui a des propositions qui sont plus à même de vous satisfaire? C'est surtout Marine Le Pen et François Fillon qui sont critiques par rapport notamment à ces 50%, qui voudraient remettre ça en cause. Les autres candidats... Non, mais je dirais que ça soit... je crois que l'important, c'est de satisfaire les besoins du pays en énergie. Mais est-ce que les candidats à la présidentielle sont, selon vous, capables de faire ça? Ce qu'ils disent... Pour l'instant, vous êtes inquiet ou pas concrètement? Me convainc pas. Je suis inquiet, oui, bien sûr. D'ailleurs, si je suis là aussi, enfin, si on est là, c'est pour essayer de... Il faudrait un peu plus ramener quand même déjà l'électricité dans l'énergie, c'est 25 à 30%. Il y a quand même près de 70% ou 75%, c'est du pétrole, c'est du gaz, c'est autre chose. Et voilà, et des énergies fossiles. Et qui sont consommées par le transport, par le résidentiel. C'est là la maîtrise, là les économies. Et j'ajoute que l'électricité a un petit peu baissé en termes de consommation, mais avec le développement du transport électrique, on va avoir un besoin de production d'électricité pour cela. Merci Gérard de Giovanni d'être venu en plateau. Je rappelle que vous êtes membre de la Société française d'énergie nucléaire Yvelines Val d'Oise. Merci d'être venu en plateau et pour toutes ces précisions.
On poursuit ce résumé hebdomadaire de l'actualité locale avec l'une des conséquences de la loi Allure sur l'accession au logement. Une conférence intercommunale sur cette thématique était organisée pour la première fois par 50 ans en Yvelines mercredi. Des élus de l'agglomération ont débattu sur le sujet pour tenter de définir une politique commune. Les détails avec Mickaël Elmidoro. Adopter une stratégie pour mieux répartir les logements sociaux sur 50 ans en Yvelines, l'objectif de la première conférence intercommunale organisée ce mercredi 22 février à Trappes par les 12 communes du territoire. Les représentants se sont réunis pour débattre de ce thème qui concerne 33,8% des logements sur le secteur. C'est important parce qu'il s'agit de l'avenir de notre territoire et comment on veut équilibrer le peuplement de nos logements. Donc ça intéresse les 12 communes de cette agglomération et ça nous oblige à travailler ensemble pour équilibrer notre territoire en termes de logement. Aujourd'hui, les logements sociaux sont principalement concentrés sur 2 communes, Trappes et Guyancourt, qui représentent 43% du parc social de 50 ans en Yvelines. La finalité en fait, de cette conférence, c'est de mettre au point une stratégie de peuplement ensemble, commune, qui fasse que toutes les personnes qui attribuent des logements, ce qu'on appelle les réservataires, s'y conforment pour, je dirais, ne pas continuer à concentrer les difficultés aux mêmes endroits, voilà, ou dans la même cage d'escalier. De nouvelles conférences sur ce thème seront organisées par 50 ans en Yvelines dans les prochains mois pour définir une stratégie commune. Après 2 ans de discussion, c'est désormais officiel. Jeudi, l'agglomération de 50 ans en Yvelines a vendu son réseau câblé à l'opérateur SFR. Une signature de 15 millions d'euros à laquelle s'ajoute une modernisation du réseau. L'opérateur permettra d'ici les prochains mois un accès au très haut débit à l'ensemble des habitants de 50 ans en Yvelines. Les précisions de Mélanie Poquet. C'est une nouvelle étape pour le câble à Saint-Quentin en Yvelines. L'agglomération a signé ce matin la vente de son réseau à l'opérateur SFR, une cession à 15 millions d'euros. La communauté d'agglomération avait fait le choix en 2005 de devenir propriétaire du réseau qui était exploité par Numéricable. Entre-temps, Numéricable a été racheté par SFR et donc nous avons souhaité, nous, en 2014, tout simplement nous recentrer sur les activités d'une collectivité et le côté très technique de l'exploitation d'un réseau câblé. Nous avons souhaité aujourd'hui nous en séparer. 50% de cette somme ira directement dans les caisses de l'agglomération et les autres 50% seront directement investis sur le réseau au bénéfice bien sûr des Saint-Quentinois. L'accord conclu prévoit aussi la modernisation du réseau. D'ici la fin de l'année 2017, 60 000 logements supplémentaires de l'agglomération auront accès au très haut débit, 1 gigabit par seconde. Comment ça se passe techniquement parlant? Aujourd'hui, on va déployer de la fibre, c'est-à-dire qu'on va remplacer le câble existant dans la rue par de la fibre optique qu'on va amener au pied des bâtiments. En revanche, on va garder l'infrastructure existante, notamment dans les immeubles, pour éviter de tout redémonter et pour éviter de déployer de la fibre en local et de repercer les murs dans les logements des habitants. 7 communes de l'agglomération seront concernées. Les travaux ont débuté sur Montigny-le-Bretonneux. Dans cette commune, 1720 logements et locaux professionnels sont dès aujourd'hui éligibles au très haut débit. On referme cette émission sur du sport et un rendez-vous majeur d'équitation dans les prochaines semaines. La toute première édition du Jumping International de Versailles se déroulera du 4 au 7 mai prochain. Les meilleurs cavaliers du monde s'affronteront dans le cadre majestueux de la Grande Écurie du Roi. Présentation du rendez-vous avec Mickaël Elmidoro en compagnie du parrain de l'événement, fan d'équitation Guillaume Canet. Imaginez-vous plus de 2000 personnes réunies dans cette cour des grandes écuries du roi à Versailles. Ajoutez à cela les meilleurs cavaliers mondiaux et vous obtiendrez l'un des tournois les plus prestigieux de cette année 2017 en France. Le Jumping International 5 étoiles a été présenté officiellement aujourd'hui dans la Cité Royale, en présence des organisateurs, des sportifs et de l'acteur Guillaume Canet, ambassadeur de l'événement. L'idée était de ramener le cheval à l'endroit du cheval de l'époque de Louis XIV. Et bien sûr qu'on pouvait ici ne faire qu'un concours prestigieux en ramenant l'excellence. Déjà, il y a une curiosité d'avoir envie de voir un peu ce lieu et ce cadre. Et puis, il va y avoir du spectacle parce qu'il y a les meilleurs cavaliers mondiaux et ça va aller vite et haut.
Parmi les têtes d'affiche françaises, on retrouvera notamment le champion olympique 2016 Kevin Stunt, originaire du Genêt. Mon grand-père paternel habitait ici et je venais très régulièrement dans mon enfance. Ensuite, une fierté pour l'équitation française, arriver aujourd'hui à organiser un concours de 5 étoiles, donc du plus haut niveau, ici dans un lieu mythique, dans les écuries du Roi, c'est extraordinaire. Du 4 au 7 mai, Versailles va avoir des allures de centre équestre géant. 200 chevaux seront visibles dans les rues de la commune. On veut aussi faire partager aux Versaillais, aux gens de la région, ce qu'est notre sport. On a la chance aujourd'hui de s'appuyer sur une équipe championne olympique et qu'on va présenter aux gens. Le prix des places sera annoncé le 7 mars, le même jour que le lancement officiel du site internet du concours. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez tous nos reportages en replay dès à présent sur notre site internet tvfil78.com et sur notre application TVFil78. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.